Bonjour, voici la deuxième vidéo pour réviser le second brevet blanc d'histoire. On est dans le chapitre 2, après la Première Guerre mondiale. La société européenne a été traversée par la violence. Des Européens en ont subi, des Européens ont commis des violences. Bref, cette violence va avoir des conséquences sur la vie d'après-guerre et va perdurer, c'est ce qu'on va voir entre 1919 et 1939. Alors tout d'abord, vous devez avoir en tête ces personnages historiques pour les reconnaître sur une affiche de propagande par exemple. Vous avez ici Joseph Staline qui arrive au pouvoir en URSS. Il renforce le régime totalitaire mis en place par Lénine en 1917 et c'est lui qui lui succède en 1924 à la mort de Lénine jusqu'en 1953 et il va gouverner pendant 29 ans, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale et après. Parmi les choses à retenir, c'est la confiscation des terres agricoles pour en faire une propriété collective, souvent gérée par l'État. C'est ce qu'on appelle la collectivisation des terres agricoles. Il est à la tête d'un régime totalitaire et il va essayer de détecter tous les opposants possibles, tous ceux qui pourraient prendre sa place dans son propre parti, le Parti communiste d'Union soviétique. Et donc, entre 1937 et 1938, il va mener ce qu'on appelle la Grande Terreur stalinienne. On ne confond pas ensuite avec le régime totalitaire mis en place par Adolf Hitler en Allemagne. Il gagne le pouvoir de manière démocratique, mais pas ensuite supprimer les élections et mettre en place un régime totalitaire. De 1933 à 1945, c'est-à-dire pendant 12 ans. Voilà ces dates de règne. Alors le minimum à avoir en tête, ce sont les lois antisémites de Nuremberg qui datent de 1935. Ce sont des lois racistes, dites de protection du sang allemand. On verra un peu plus par la suite ce que c'est. Nous avons aussi Léon Blum en France qui lui arrive au pouvoir de manière démocratique et il perd le pouvoir de manière démocratique. Il va régner de 1936 à 1938, donc c'est un court règne, mais il va marquer l'histoire par des avancées sociales, notamment par la signature des accords de Matignon, où il va mettre d'accord les syndicats avec le patronat pour augmenter les salaires et diminuer de 48 heures à 40 heures la semaine de travail. Alors, tout d'abord, vous voyez que les régimes totalitaires sont très représentés dans ce chapitre. Qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? Alors, c'est lorsqu'un État veut imposer son idéologie en contrôlant la société, en l'encadrant. Tout ce que les gens vont voir dans les médias, dans les journaux, va être contrôlé par l'État afin de créer un homme nouveau. Et ce contrôle de la société se fait par la violence, par la surveillance de la population avec l'utilisation d'une police politique. L'objectif est d'imposer l'idéologie du chef, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui caractérise un gouvernement autoritaire, un gouvernement totalitaire? Des élections libres? Non. En général, il y aura parfois des élections, mais uniquement avec des partis autorisés ou alliés au chef. Une propagande active, oui, c'est ce qui fait qu'il y a souvent des études de documents sur des affiches de propagande. Le pluralisme politique, ce serait en fait accepter que des points de vue différents s'expriment pour qu'il y ait un débat et que chacun puisse se faire son avis. Non, ça ne fait pas partie des caractéristiques du gouvernement autoritaire. Et par contre, oui, la répression des opposants. Alors, il y a une révolution en Russie, et donc lorsqu'il y a une révolution, souvent on change le nom du pays. Et bien en 1922, la Russie devient l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire l'URSS. Et on l'a vu tout à l'heure, Staline succède à Lénine lorsque Lénine meurt en 1924. Pour comprendre des documents, souvent il y a des symboles, notamment le drapeau rouge qui symbolise le socialisme, une étoile dorée. Alors l'utilisation de l'étoile symbolise la volonté de s'adresser à la terre entière. Le socialisme est une idéologie qui doit s'imposer au monde pour un meilleur monde. Vous avez comme symbole la faucille et le marteau. Alors on va voir, cela représente deux classes sociales. Le marteau symbolise la classe ouvrière et la faucille symbolise les paysans. Et donc l'idée sur ce drapeau, c'est que le pouvoir est au service des paysans et des ouvriers pour leur permettre une progression. Alors,
nous avons vu qu'il s'agit pour l'URSS d'un régime totalitaire. Alors, il y a des goulags, à ne pas confondre avec les koulaks. Les goulags sont des camps de travaux forcés. Les koulaks, c'était les grands propriétaires qui refusaient que l'État leur confisque leurs terres, tout simplement. Donc attention à ne pas vous tromper, on utilise souvent l'expression la goulag, sont des camps de travaux forcés ou des camps de concentration. La politique de Staline, eh bien, elle consiste à planifier l'économie, ce qu'on appelle les plans quinquennaux, c'est-à-dire de prévoir pour 5 ans la quantité de blé à produire, la quantité de charbon à extraire, par exemple. Ce ne sont pas les entreprises qui n'existent plus d'ailleurs, qui sont libres de choisir ces objectifs-là, mais c'est l'État qui planifie pour toute la société, qui planifie l'économie. On l'a vu aussi, la confiscation des terres agricoles pour créer une propriété collective. Un rappel, la collectivisation des terres agricoles, 1929, la Grande Terreur, c'est de 1937 à 1938, vous vous rappelez, Staline qui va faire arrêter tous les opposants dans son propre parti. Arrêtés et puis souvent exécutés. Le gouvernement de Staline s'arrête avec sa mort en 1953. En ce qui concerne maintenant, nous allons parler du régime totalitaire allemand, mené par Hitler. Les lois de Nuremberg datent de 1935. Et nous avons souvent aussi des questions sur des cartes en histoire. Donc là, sur cette carte-là, il est demandé de colorier en bleu 2 régimes démocratiques et de colorier en rouge 3, je crois, oui, ou 2 régimes totalitaires. Vous avez la France et le Royaume-Uni pour les régimes démocratiques et l'Allemagne, par exemple, l'Italie ou l'URSS pour les régimes totalitaires. Là, on vous demande aussi un allié de l'Allemagne, l'Italie évidemment. Mussolini est arrivé au pouvoir en Italie en 1922, c'est-à-dire 11 ans avant Hitler qui arrive au pouvoir en 1933. Alors ce tableau-là peut vous être utile pour réaliser un texte d'ailleurs. On vous demande les caractéristiques du régime nazi sur le plan politique et sur le plan social. Tout d'abord, il n'y a qu'un seul parti autorisé en Allemagne à ce moment-là, c'est le NSDAP, qu'on peut appeler souvent de manière abrégée le parti nazi, mais utiliser le terme de NSDAP qui est plus rare dans les copies des élèves. Et vous avez une police politique, la Gestapo, qui traque les opposants. Alors ces opposants, concrètement, ils sont envoyés dès 1933, dès l'arrivée au pouvoir d'Hitler, dans des camps de concentration, Dachau est créé en 1933 en Allemagne. Vous avez aussi au niveau politique les lois antisémites de Nuremberg, qui donc vont interdire toute relation amoureuse entre des Allemands non juifs et des Allemands juifs. Et si vous avez ce genre de relation-là, eh bien vous êtes considéré comme un criminel et vous êtes envoyé en camp de concentration. Sur le plan social, eh bien, la population est encadrée dès le plus jeune âge, comme vous voyez sur la photographie. Les jeunesses hitlériennes apprennent le combat d'ailleurs aussi, la discipline, apprennent à respecter le chef, à penser comme les nazis dès leur plus jeune âge. Et puis, eh bien, il n'y a plus d'opposition, même dans le monde du travail. Un seul syndicat au service du NSDAP est autorisé. Alors, parmi les caractéristiques de ce régime nazi, on pourrait dire totalitaire, raciste, antisémite. Vous pouvez choisir parmi ces 3-là. Les juifs sont persécutés notamment par les lois de Nuremberg, mais il y a aussi des crimes parfois qui sont autorisés par l'État sans qu'il n'y ait de recours possible par la suite. Goebbels, lui, dirige la propagande. Alors ensuite, on arrive à la partie sur le Front populaire. Alors il faudra bien avoir en tête que le Front populaire, c'est une alliance politique entre des partis de gauche. Il s'agit donc du Front populaire, qui rassemble 3 partis, l'ancêtre du Parti socialiste, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, le Parti communiste français, le PCF, et les centristes, les radicaux. Ils arrivent au pouvoir car le 6 février 1934, eh bien, des groupes d'extrême droite, les Ligues, ont essayé de prendre le contrôle de l'Assemblée nationale. Bref, ça ressemblait à une tentative de coup d'État, et donc la gauche, qui était d'habitude très divisée, décide de se réunir pour empêcher que des régimes tels qu'on les connaît à ce moment-là en Allemagne arrivent en France.
Alors il s'agit d'une alliance politique de gauche dirigée par Léon Blum. Et vous le voyez d'ailleurs sur ceci là que c'est une majorité voilà, qui est un peu fragile, ce qui expliquera le peu de durée de ce Front populaire. Car les centristes changeront d'alliance, et les communistes aussi, en 1938. Alors les mesures sociales, eh bien, elles sont adoptées en 1936. Parmi ces mesures sociales, il y a l'augmentation des salaires, oui, la diminution du temps de travail hebdomadaire de 48 heures à 40 heures, donc là ça fait bien partie des mesures prises lors du Front populaire, la création de conventions collectives, hein, c'est-à-dire vous arrivez dans une entreprise, eh bien il y a des droits qui sont négociés par les syndicats, et tous les employés à égalité ont droit à ces droits. Je prenais par exemple en cours l'exemple du 13e mois. La semaine des 35 heures, non, ce sera plus tard, ça fait pas partie des mesures du Front populaire. Par contre, oui, les 2 semaines de congés payés, cela fait partie des mesures du Front populaire. Alors, c'est Léon Blum qui devient président du Conseil en France en 1936. Alors, vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui cette fonction-là. En fait, on avait 2 présidents en France. Il y avait le président de la République et le président du Conseil des ministres. Hein, c'est ce que ça veut dire, président du Conseil. Et le président du Conseil des ministres, c'est lui qui menait vraiment la politique du gouvernement. Le président représentait les Français, mais plutôt lors de commémorations, de fêtes, de rencontres sportives par exemple. Donc celui qui a vraiment le pouvoir, c'est le président du Conseil en France. 3 mesures, eh bien on l'a vu tout à l'heure, et vous pouvez parler de l'augmentation des salaires, de la diminution du temps de travail hebdomadaire à 40 heures, des 2 semaines de congés payés annuels et de la création des conventions collectives. Voilà, bon courage pour vos révisions.